Bonjour, si vous regardez ceci, c'est pour accélérer votre procédure. Un POSL traduit est jugé non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quel est le délai actuel de traitement? Comment passer une commande d'apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents classés par le Texas comme non enregistrables, tels que les documents traduits, ne s'envoient pas par email ou fax pour une apostille. Nous aborderons l'exception sous peu. Vous devez soit nous envoyer par courrier, soit déposer en personne le document traduit original signé à l'encre ainsi qu'une photocopie de votre document traduit à notre bureau principal à Austin, Texas. Ensuite, tout document non enregistrable doit être notarié à l'encre par un notaire du Texas. N'utilisez aucun notaire d'un autre État ou pays. Utilisez uniquement un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat, un notaire ou le traducteur, devez y joindre ce texte de serment ou d'attestation, comme indiqué ici. Un document traduit est le document le plus souvent rejeté, notamment les documents du secrétaire d'État que nos clients déposent ou nous envoient par courrier. Le document numéro un qui est le plus souvent rejeté est un document traduit parce que le traducteur fait souvent des erreurs. Le notaire ou le traducteur font aussi des erreurs, vous faisant perdre argent, temps et effort. Vous devrez repayer et tout recommencer, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est donc très important de regarder cette vidéo et de lire tout ce qui se trouve sur cette page. Cela va expliquer comment tout doit être fait. Donc, lorsque vous avez besoin de faire traduire un document, le notaire et le traducteur doivent être deux personnes différentes. C'est très important. La plupart des traducteurs, enfin je ne dirais pas la plupart, mais un bon pourcentage de traducteurs sont aussi notaires. Donc, ils notarient des documents, mais c'est illégal. Et je suis notaire, et nous sommes notaires ici chez Apostle, Texas. Vous ne pouvez pas notarier vos propres documents. C'est un conflit d'intérêts logique. Si je signe un acte comme une hypothèque, un titre ou un prêt auto ou une procuration, je ne peux en être le notaire car j'y suis impliqué. C'est donc la première erreur. Vous faites traduire votre document par un traducteur, puis il le fait notarier lui-même. Votre document sera immédiatement rejeté et vous aurez perdu votre argent. Donc, c'est la première chose. D'accord? La deuxième chose, c'est le certificat du traducteur. Donc, vous avez votre document. Prenons l'exemple d'un acte de naissance. Pour le faire traduire, d'accord, vous devez faire une photocopie de l'original ou de votre copie certifiée conforme ou du document concerné. Vous devez en faire une photocopie. Vous ne nous envoyez pas l'original de ce document car ce n'est pas ce que vous allez recevoir. Pas d'apostille. Vous allez recevoir la version traduite de ce document. Apostillez et envoyez-nous celle-ci. Photocopie du document, d'accord. Ensuite, le traducteur doit rédiger ce qu'on appelle une attestation ou un certificat de traduction. C'est ce document qu'il va signer devant un notaire et c'est très important. Si vous ne l'avez pas, votre dossier sera rejeté. Vous ne pouvez pas simplement demander à un notaire de le faire et de le certifier. Le traducteur doit faire une déclaration officielle à ce sujet. Prenons un exemple concret. Ils peuvent avoir leur propre modèle, mais il faut impérativement respecter ces critères, sinon le secrétaire d'État le rejettera. Sur l'attestation de traduction signée devant notaire, vous ou le traducteur devez inclure toutes ces informations. Ils doivent inclure ce serment notarié du Texas, c'est ce texte juste ici. Vous pouvez cliquer sur ce PDF et il se téléchargera automatiquement pour vous. Vous pouvez l'attacher à l'attestation de traduction ou mieux encore, ajouter ce texte directement sur l'attestation. Alors, nous avons déjà un modèle prêt pour vous ou votre traducteur notaire où ils peuvent utiliser cette reconnaissance notariale. Choisissez l'un d'eux, mais pas les deux. D'accord? Encore une fois, cliquez sur ce PDF et il téléchargera exactement ce texte ici même. Donc, vous devez en choisir un, ce qui signifie donc soit l'un ou l'autre. Vous devez simplement inclure l'un de ces ensembles de formulations sur le document. Et ensuite, vous pouvez cliquer juste ici et cela vous enverra, vous fournira un modèle. C'est ce que vous allez donner à votre traducteur. Vous lui donnez ce PDF et en tant que modèle, il détaillera tout ce qu'ils doivent dire. Il dira quelque chose comme moi, vide, qui est le nom du traducteur. Ils disent en gros, moi, le notaire, déclare que je parle anglais et, disons, espagnol. Et j'ai traduit ce document au mieux de mes capacités. Et je connais, vous savez, à la fois l'anglais et l'espagnol, blabla, quelque chose dans ce genre qu'ils vont indiquer. Ils le signent et le datent, puis le notaire ajoute cette formulation, comme nous l'avons montré. Donc, si vous ne faites pas cela,
votre document va être rejeté. Et cela arrive tout le temps. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de notarisation dessus ou qu'il n'y a pas de déclaration du traducteur. Donc un notaire l'a simplement notarié, mais le traducteur, lui, ne l'a jamais signé. Pas de déclaration du traducteur, rien de tel. Veillez à ce que le notaire ne fasse pas d'erreur. Ici, inscrivez le nom du traducteur. Dans cet espace vide où il est écrit par, ils doivent y inscrire le nom du traducteur. Les notaires peuvent parfois se tromper et faire signer le traducteur à cet endroit, car c'est une erreur. Il ne signe pas ici. Si le notaire imprime son nom dans la ligne par, votre document sera rejeté. Inscrivez le nom du traducteur. Ceci est une déclaration, juste ici. Le notaire déclare qu'il a vu signer le document. Il a vu le traducteur signer. Et parfois, ce qu'ils feront, c'est qu'ils mettront votre nom à cet endroit, ce qui, oui, n'a aucun sens. Le but ici, c'est que le notaire déclare qu'il a vu signer. Vous ne signez nulle part sur aucun de ces documents, car seul le traducteur fait cela. Donc, c'est le traducteur qui a mis cela et ils mettent votre nom là parce qu'ils se disent oh, vous êtes notre client. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ensuite, le notaire le signe, idem pour sa reconnaissance portant la mention devant moi. Donc, je sais, puis imprimer le nom du notaire. Le notaire inscrit son nom ici, puis comparu en personne. Vous ne vous êtes pas présenté en personne. D'accord. C'est pour le traducteur, là où il est écrit, imprimer le nom. Le notaire va encore l'ajouter. Il risque de mettre votre nom par erreur ou le leur. C'est incroyable le nombre d'erreurs que font les notaires. D'accord. Et ensuite, le notaire signera là. Donc, il est très important que ce soit bien notarié et qu'il y ait une déclaration du traducteur. Le traducteur doit faire une déclaration officielle et vous pouvez l'obtenir juste ici. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour recommencer. C'est dans notre FAQ. Vous pouvez aussi cliquer ici ou aller dans la barre de recherche et simplement taper traducteur. Là-dedans, vous le verrez. Ça apparaîtra. Toutes les FAQ concernant la traduction apparaîtront. Ce sera généralement la première ou la deuxième FAQ qui apparaîtra. Je ne l'ouvre pas car avec la capture d'écran ici, ça ne fonctionnera pas. Ça ne l'affichera pas. Ça n'affichera que cet onglet qui est ouvert. C'est pourquoi je ne peux pas cliquer dessus pour vous montrer. Vous pouvez aussi utiliser un e-notary du Texas ou notaire virtuel ou à distance pour faire notarier vos documents via Zoom. Hors du Texas ou des États-Unis, utilisez notre page. Contactez-nous pour nous transmettre vos documents notariés en ligne. Évitez ainsi tout envoi postal ou dépôt physique. Pour accéder à notre page de contact depuis cette page, il y a 3 façons différentes. Vous pouvez cliquer juste ici, vous pouvez cliquer sur la femme ici, ou vous pouvez cliquer juste ici. Sur notre page de commande, remplissez le formulaire d'apostille du Texas en ligne, imprimez-le et déposez-le. Ou envoyez-le nous par courrier avec un bordereau de retour prépayé FedEx ou UPS pour le renvoi de vos documents, ou à toute autre personne de votre choix. Si vous faites cette démarche en ligne, votre traducteur et un notaire feront un appel Zoom et le notaire assistera à la signature du certificat par le traducteur. Vous n'aurez rien à nous envoyer par courrier ou à déposer. Il vous suffira d'aller sur notre page de contact pour nous téléverser 3 éléments différents. Commencez par téléverser une étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Ensuite, vous allez téléverser le PDF de notre bon de commande. Au lieu d'une version papier, utilisez simplement votre ordinateur depuis les paramètres d'impression. Dans les paramètres d'impression, choisissez Enregistrer en PDF. Ainsi, en cliquant sur Imprimer depuis votre commande, vous obtiendrez un fichier PDF. Ensuite, envoyez simplement ce document via notre page de contact. Puis, vous allez téléverser un PDF de votre notarisation électronique. Donc, là où le traducteur signe son certificat et où le notaire indique la notarisation, avec la copie des documents originaux traduits, mettez tout dans un seul PDF à téléverser sur notre page de contact. Ainsi, vous n'avez rien à nous envoyer par la poste et pas besoin de vous déplacer nulle part. Et vous pouvez faire cela de partout dans le monde. Et aussi, c'est très important, je le répète encore une fois, il faut un notaire du Texas. Souvent, vous engagez ces sociétés qui sont des traducteurs. Ils vivent partout dans le monde, littéralement partout aux États-Unis. Vous ne pouvez utiliser qu'un notaire du Texas. Donc, si ce traducteur vit à New York, en Californie, en Floride ou à Washington, il n'a pas accès à un notaire du Texas. Donc, vous devez utiliser un e-notaire ou un notaire virtuel du Texas. Sinon, l'acte ne sera pas notarié correctement car ces États n'ont pas de notaire du Texas. Il est donc crucial, en engageant un traducteur, de préciser que c'est indispensable.
Un notaire texan est requis. Ils doivent donc le faire en ligne avec un notaire du Texas. Sinon, ils doivent recommander un traducteur au Texas pouvant voir un notaire local. Autrement, vous ne pouvez pas utiliser cette société car ce sont les deux seules options. Vient ensuite l'étape 2 sur l'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment vous devez créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, cela dépend si vous demandez un niveau d'État, fédéral ou d'ambassade. Document, apostille ou les trois à la fois. Si vous vous adressez à un pays non signataire de la HAI comme le Vietnam, il faut suivre le processus de légalisation ou d'attestation. Pour un acte de naissance, cela doit se faire d'abord au niveau de l'État du Texas, puis ensuite au niveau fédéral américain, des États-Unis, au département d'État, puis à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc tout vous expliquer sur la façon dont vous devez procéder pour l'expédition. Donc, pour nous envoyer vos documents, il existe deux méthodes. La plus simple, recommandée à tous, est l'envoi express de vos documents ou postez vos documents à notre adresse d'Austin indiquée sur le bon de commande. Si vous êtes dans la région, vous pouvez aussi les déposer directement. Notez que ceci est distinct de la procédure détaillée à l'étape 3. La procédure est identique pour l'envoi ou le dépôt de vos documents. Pas de service immédiat. L'apostille s'obtient uniquement via le secrétariat du Texas ou le département d'État, DC, auprès de l'ambassade ou du consulat de ce pays étranger. Nous effectuons les légalisations à notre bureau de Washington, D.C. Bureau dans toutes les ambassades à Washington, D.C., qui regroupent la quasi-totalité des représentations mondiales. Voici donc la marche à suivre. Si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards de dollars chaque année et ce n'est pas sans raison. Incompétent et peu fiable à éviter. N'envoyez rien par courrier ni de retour postal, car le suivi est désastreux. Nous recommandons FedEx, mais vous pouvez choisir UPS. En Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, DHL est souvent le choix le plus courant. Mais encore une fois, le plus fiable est qui? C'est ce que nous recommandons. Nous expédions avec eux chaque jour des dizaines de milliers de documents sur 6 continents, sauf l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ce sont les options les plus fiables et ils sont les moins chers aux États-Unis. De loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents FedEx en 2 jours. À notre bureau de DC, bureau. Si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 dollars. Si nous utilisons la Poste, c'est plus de 20 dollars. C'est environ 23 dollars. C'est plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la Poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Cela fera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous montrer une méthode que FedEx ou UPS ne proposent pas sur leur site. Nos captures d'écran et cette vidéo expliquent comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com depuis n'importe où dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée en ligne, l'imprimer pour nous l'envoyer ou simplement envoyer par email le fichier PDF fourni. C'est seulement un PDF. Vous ne pouvez pas nous donner d'étiquette en document Word, GIF, JPEG ou autre. Il vous faut le PDF original fourni par UPS ou FedEx. Cliquez ensuite sur ces liens ici. Des vidéos et captures d'écran vous guideront pour vous expliquer comment faire où que vous soyez. D'accord. Si vous expédiez à l'international, vous devez remplir une facture douanière ou un reçu de douane. À faire, cliquez sur ces liens pour FedEx ou UPS. Nous avons un modèle pré-rempli pour vous à compléter. Ensuite, signez et datez le document. C'est tout. C'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ce n'est pas obligatoire, mais conseillé par précaution. Nous suggérons de le faire pour un envoi international depuis les États-Unis. Par exemple, le Mexique l'exige peu, mais faites-le quand même, même si FedEx ne l'impose pas.
Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, vous allez vous assurer d'avoir ça. D'accord? Et puis, autre point important, vous ne pouvez pas inscrire notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète, n'indiquez jamais notre nom, téléphone ou adresse sur votre colis de retour. C'est l'expédition vers vous. Votre document est apostillé et vous voulez qu'il soit retourné ou envoyé à un avocat, à l'étranger, à un proche ou une organisation. Peu importe la destination, créez simplement l'étiquette d'expédition prépayée. D'accord, vous êtes l'importateur et vous êtes l'expéditeur. Ne mettez pas notre nom car si cela passe la douane, nous serons facturés. Et c'est effectivement ce qui se passe. Des centaines de dollars. Ce n'est pas à nous. On ne renverra pas vos documents avec notre nom dessus. D'accord? Pensez-y comme à une enveloppe que vous envoyez à quelqu'un dans le coin supérieur gauche. Aux États-Unis, vous mettez l'expéditeur pour le retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus. Vous devez mettre une adresse. Vous pouvez utiliser celle d'un proche ou d'une entreprise. Peu m'importe, n'y mettez pas nos informations. À nouveau, mettez simplement les vôtres. C'est courant. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Par exemple, vous l'expédiez, disons, vers l'Europe. Si vous avez un proche aux États-Unis, vous pouvez utiliser son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse de retour ou pour la facturation douanière en cas de frais. Peu importe la raison, vous ne pouvez absolument pas utiliser notre adresse. C'est simple. Pour les deux cas, cliquez ici. Nous expliquons ce que cela signifie et comment faire. Chez FedEx ou UPS, en ligne, ils demanderont d'où est-ce envoyé. Impossible d'y mettre notre adresse ou numéro. C'est simple. Pourtant, certains le font et on nous l'interdit. Oui, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. Évitez les centres FedEx ou UPS car ils ne savent pas de quoi ils parlent. Faites-le simplement en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez, pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions considérés comme l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Toute responsabilité légale retombe sur notre entreprise et nous ne pouvons pas, selon notre politique interne, accepter cela. Donc, n'utilisez pas notre adresse d'expédition. C'est crucial car nous ne l'expédierons pas, c'est garanti. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons de nous envoyer un nouveau bordereau d'envoi. Pour l'international, nos coordonnées complètes ne doivent pas y apparaître. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. C'est important. Pour récupérer ces documents vite, ça retardera tout. L'envoi d'une nouvelle étiquette prendra plusieurs jours. Je vous contactais. Veuillez suivre ces instructions. N'inscrivez ni nom, ni adresse, ni téléphone sur cette étiquette prépayée. Voilà tout pour l'expédition. C'est encore une fois très simple. Il vous suffit de déposer des documents chez nous. Vous pouvez nous les déposer. Fournissez-nous aussi une étiquette d'expédition prépayée pour un renvoi par courrier au lieu de venir les chercher une fois terminés. Beaucoup de gens font cela aussi. Allez en ligne, créez votre étiquette et déposez vos documents à nos locaux d'Austin. Puis, le jour même ou sous 2 jours, le secrétaire d'État les délivrera, comme nous le verrons à l'étape 3. Ou au gouvernement fédéral ou à l'ambassade, alors nous vous les renverrons par courrier. C'est ce qu'ils pensent. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si vous allez déposer des documents chez nous, ainsi que nos délais de traitement à la date d'aujourd'hui, le 30 novembre 2025. Alors, comment? Si vous allez déposer des documents chez nous, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne en cliquant juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. C'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande ou tout ce genre de choses. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par courrier, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents, comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez.
Si vous allez déposer vos documents chez nous en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous souhaitez le déposer à notre bureau d'Austin, qui est le seul endroit où nous pouvons le faire, ni à Houston, ni à Dallas, uniquement à Austin, vous pouvez le déposer. Vos documents. Si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais passer en revue nos heures limites. Donc, pour le service, le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, quand le secrétariat est ouvert, il ferme souvent au-delà des seuls jours fériés. Par exemple, pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine, mercredi, avant Thanksgiving. Et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou ils ferment aussi pour le Black Friday. Bien que non férié, ils restent fermés 3 jours cette semaine. Ils seront fermés 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. La veille de Noël n'étant pas férié, s'ils ferment, nous ne pouvons pas enregistrer votre document. Gardez cela à l'esprit pour connaître les délais de traitement, car aucune entreprise ne peut déposer vos documents que si le secrétaire d'État est ouvert. Soyons clairs là-dessus. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les soumettrons à l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai, ça peut varier. Nous ne contrôlons pas cela. Personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traitent les dossiers. Nous mettons cela à jour chaque mois. Actuellement, dans quelques heures, on passera à décembre 2025. Si vous regardez cette vidéo en 2026 ou 2027, oubliez ces images. Ce qui compte, ce sont les délais indiqués sur cette page, juste ici. C'est le délai actuel du secrétaire d'État. Je vais vous l'expliquer par nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut 0 à 2 jours ouvrés pour la délivrance des apostilles par le secrétaire d'État. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Voici quelques scénarios. Si vos documents arrivent par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous les déposerons. Il est possible, mais peu probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à ou avant midi ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour et nous vous le renverrons par courrier le jour même. C'est ce que l'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après notre dépôt pour vous le délivrer. D'accord. Je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi, et ensuite nous le déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jour. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui fait 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord? Le deuxième exemple, c'est si nous recevons votre document après midi, heure centrale, si vous l'envoyez par transporteur ou le déposez à notre bureau entre 14h et 16h55, notre équipe sera là pour le réceptionner avant 17h. Si vous le déposez ce même lundi, nous allons le déposer le lendemain, alors nous ne pouvons le déposer que le jour suivant. Nous le déposerons le jour ouvrable suivant. Il pourrait l'émettre le jour même, donc 0 jour, ou bien l'émettre le jour suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Dans les deux cas, si on reçoit votre document un lundi avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Donc, sauf Apocalypse Zombie, Révolte d'Orques ou Invasion Alien, si vous l'envoyez un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Au mieux comme au pire, ce sera renvoyé dès lundi. Donc, pour récapituler, j'insiste vraiment là-dessus. Venir à notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents plutôt que par courrier n'accélère pas le processus. Qu'il soit déposé ou posté avant ou après-midi, le délai reste identique. Beaucoup ne lisent pas notre site, ne nous contactent pas et viennent pensant que ce sera fait le jour même. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. Donc, sauf si vous vivez vers Austin, ça n'accélère pas le processus. Envoyez simplement vos documents en livraison express selon la procédure de l'étape 2. Et puis, ces tarifs sont en vigueur aujourd'hui.
Les prix pourraient varier dès 2026 ou après. Peu importe quand vous voyez cette vidéo, ne vous fiez pas à ce qu'elle dit, mais à ce qui est indiqué ici, à cet endroit. Ce qui est écrit là, c'est le tarif actuel. Pour le premier document, faire apostiller le document par le secrétaire d'État est à 95 et cela inclut tous les frais de dossier. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse, vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt, 95 C'est tout, taxe nulle. Seulement 95 tout compris, et si vous avez plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un tableau simple. Pour un document, c'est 95. Pour deux, il faut des apostilles, et cela se fait en même temps. C'est 170 pour deux, 245 pour 3, etc. Voici nos tarifs fixes et tout document extra coûte 75 Une fois prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande des apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Ceci ne s'applique pas aux tarifs fédéraux ou d'entreprise, ni aux tarifs d'entreprise du Texas, ni aux frais d'ambassade. Cela concerne spécifiquement et uniquement le secrétaire d'État du Texas, ainsi que pour les documents du Texas. Les documents notariés par un notaire du Texas ou émis par une entité texane, ville, comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des chèques, un permis de conduire ou des procurations. C'est l'étape 3. Merci.